En fait, d'abord, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes accueillis par la fondatrice, pas par le président, parce que le président est entre quelques avions et surtout quelques trains, je crois. Voilà. Hier, c'était l'avion, mais aujourd'hui, c'est le train, donc c'est un peu compliqué pour lui. Bien entendu, il s'excuse auprès de vous, se faisait une joie de vous accueillir. Du coup, il m'est choix d'abord de vous remercier. Vous venez à double titre. D'abord, au titre de vice-président d'une région à laquelle nous sommes très attachés, puisque nous avons une délégation très active dans cette région, et d'autre part, en tant que président de la commission qui s'occupe de développement durable de l'Association des régions de France. Et justement, ça tombe bien puisque notre raison d'être, notre ADN, etc., c'est le développement durable. Alors, nous sommes, comment dirais-je, les représentants de ce qu'on appelle dans le jargon l'ODD 17, c'est-à-dire l'objectif de développement durable de l'ONU qui s'occupe des multi-acteurs. Alors simplement, et on le dira le 30 juin prochain lors de notre anniversaire, nous faisons ça depuis 21 ans. Donc nous sommes ravis que l'ONU, au bout de 21 ans, nous suive. Ça, c'est évidemment un peu se faire mousser. Mais c'est quand même un peu vrai. Et évidemment, dans tous ces multi-acteurs, il y a bien entendu les entreprises, bien entendu les ONG, mais beaucoup les collectivités locales qui sont nombreuses parmi nos adhérents. Alors, le développement durable, c'est une fonction extrêmement importante maintenant de toutes les régions, mais évidemment qui a été un petit peu bouleversée. Et tout le problème, en fait, de la rencontre, c'est de savoir s'il a été renforcé ou affaibli ou changé par les différentes réformes dont on a appris que, quelle que soit la majorité future, elles ne changeront pas. Si j'écoute bien, en tout cas le président de l'Association des maires et quelques autres. Donc nous sommes sur une période longue, et moi, à titre personnel, je m'en félicite parce qu'il n'y a rien de pire, surtout dans les collectivités territoriales, que les cadres qui changent tout le temps, et je pense que c'est un des grands problèmes qu'ont nos concitoyens. Donc nous avons produit une note, en fait, comme souvent, sur le développement durable dans les régions. C'est Georges Gilbière qui l'a piloté avec l'équipe du comité 21. Georges a été très longtemps à la DATAR et au ministère, donc c'est un grand spécialiste de ces problèmes. C'est en particulier un spécialiste des schémas, parce qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons officié ensemble sur la longue histoire des schémas. Dieu merci, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus que 2 aujourd'hui dans la réforme. Il va vous expliquer que ça. Et alors, on va quand même en parler parce que voilà. Et Dieu merci, ils sont prescriptifs, ce qui veut dire que ça sert à quelque chose. C'est quand même déjà très très important. Bon, mais c'est pas à moi de vous raconter cela. C'est d'abord à Georges de vous présenter la note et à vous de nous donner votre sentiment. On est un groupe très, très engagé, en fait, dans tous ces problèmes, et on aimerait beaucoup, mais rien qu'à vous accueillir, je sens que ça va être le cas, votre sentiment personnel dans tout ça. Georges. Oui, merci. Ça marche, vous m'entendez? Oui, merci et bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, Bettina, l'objectif de cette note, c'est de voir comment la réforme territoriale peut infléchir ou enrichir les politiques régionales de développement durable. Et nous faisons des propositions dans ce sens, notamment en vue des adhérents des régions du comité 21. Alors je ne vais pas paraphraser cette note, ni en faire un résumé. Je voudrais juste développer 3 idées autour de 3 mots, en fait, qui sont coopération, cohésion et ouverture. Chacun de ces mots, chacune de ces idées se référant à l'une des 3 lois qui composent la réforme territoriale. Le premier, c'est sur la coopération. Et là, je me réfère à la loi portant délimitation des régions, celle qui a fait couler le plus d'encre. On a beaucoup glosé sur ce nouveau découpage en disant qu'il n'était ni fait ni à faire.
beaucoup de gens qui critiquaient ce découpage savaient très bien que de toutes les façons, il n'y a pas de découpage idéal en fonction des critères géographiques, historiques, culturels, socio-économiques que l'on prend. Alors nous n'avons pas au Comité 21 à apporter bien sûr un jugement sur la pertinence de cette loi, d'autant que nous considérons qu'en matière de développement durable, ce n'est finalement pas le sujet. Que tout territoire est en soi pertinent, du plus petit à la planète en passant par les différentes collectivités, les différentes échelles territoriales. Le sujet pour nous, pour le développement durable, c'est l'articulation entre les différentes échelles et c'est donc la coopération entre les acteurs. Et pour les régions qui ont maintenant, à travers la suppression de la clause de compétence générale et, comme l'a dit Bettina, ces schémas prescriptifs, un véritable rôle de leadership en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, il y a très certainement une occasion pour les régions d'être plus encore qu'avant des ensembliers des politiques socio-économiques sur les territoires et d'assurer aussi un certain leadership entre les autres responsables des autres échelons. Nous faisons également une proposition qui est de créer des plateformes territoriales de développement durable qui seraient des structures tout à fait informelles et qui regrouperaient l'ensemble des acteurs, des entreprises, des collectivités, bien sûr, des associations, des ONG, sur la thématique du développement durable et de faire des propositions aux décideurs. Bien sûr, nous nous appuyons sur cette proposition sur l'expérience de notre antenne régionale à Nantes, l'antenne maintenant que nous appelons Grand Ouest, mais qui pour l'instant est sur les Pays de la Loire. Mais en dehors de cet exemple, ça peut venir aussi d'autres formules où ça peut se faire à partir des agences régionales de l'énergie et de l'environnement quand elles existent. Deuxième mot, la cohésion. Là, je me réfère à la loi métropole. Alors la loi métropole, la création des métropoles, pour objectif essentiel de créer ou d'enrichir les métropoles actuelles et de créer de véritables pôles de croissance qui auraient pour vocation de diffuser cette croissance sur le reste du territoire. Bon, c'est très bien, là encore, nous n'avons pas à en juger, sauf que nous soulignons quand même un risque, c'est que la concentration sur des points de fixation de supposés, ou espérons-le, de richesse, peut avoir comme conséquence d'assécher, comme c'est le cas d'ailleurs dans certaines régions actuellement, le reste du territoire. Et donc, il est absolument nécessaire que les nouvelles régions aient des politiques de cohésion territoriale, peut-être encore plus accentuées que celles qu'elles avaient actuellement, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'un côté une contraction du territoire, une contraction urbaine, et de l'autre une dilatation rurale qui pourrait engendrer un certain nombre d'inconvénients. Et pour ça, nous suggérons de s'asseoir encore plus sur le dialogue avec les habitants de ces régions, sur la co-construction de ces nouvelles régions pour assurer la cohésion et l'identité des territoires régionaux, de façon à faire région à travers la culture, l'identité, la culture des communs, le partenariat et toutes les actions qui peuvent permettre que les gens se sentent appartenir aux nouvelles régions, ce qui sera d'autant plus nécessaire dans les régions très, très vastes. Et puis le troisième mot, c'est l'ouverture. Actuellement, par le passé, les politiques régionales, les politiques territoriales ont suivi les compétences dévolues à chacun des niveaux, que ce soit des départements, des régions, des communes. Comme vous le savez sans doute, le Comité 21 fait chaque année un exercice de reporting des rapports de développement durable des régions adhérentes au Comité 21. Et depuis quelques années, nous constatons à la fois une poursuite des actions traditionnelles des régions, notamment à travers les agendas 21 locaux, mais également un certain nombre d'ouvertures des politiques régionales
sur les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, les approches multi-acteurs qui peuvent permettre aux politiques des régions d'ouvrir un peu leurs compétences. Et puis il se trouve qu'en 2015, il y a eu 2 événements dont nous avons tous beaucoup parlé, l'accord de Paris et la COP21, et puis les ODD. Sur l'accord de Paris, les suites de l'accord de Paris, la déclinaison territoriale de l'accord de Paris, peut être l'occasion de conjuguer la transition énergétique et la transition écologique. Et ça peut être un créneau important pour les nouvelles régions. Et puis les ODD, qui sont un prolongement des agendas 21, doivent être l'occasion de rebattre peut-être un peu les cartes de toutes les compétences et aux régions de s'investir dans des domaines encore plus actuellement comme l'éducation, la qualité de la vie, la cohésion, l'identité, tout ce qui concerne les ODD. Alors c'est vrai qu'il y en a... les régions peuvent être aussi l'équivalent de la prise en compte de l'ODD 17 surtout. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ODD, que tout le monde n'est pas concerné par les ODD, mais il y a certainement une revision des politiques régionales à partir des ODD. Pour terminer, on ne peut pas ne pas passer sous silence le problème budgétaire. Alors nous donnons quelques chiffres de comparaison avec nos pays voisins. Certes, on peut considérer que l'absence de marge de manœuvre empêche de développer de nouvelles idées, que la décentralisation n'est pas encore arrivée à son terme en l'absence de fiscalité propre pour la région. Peut-être que ça viendra, mais on sait dans quelques années. Mais on sait aussi que le problème des moyens n'est pas toujours le préalable à l'action, et donc là, ça concerne surtout le pouvoir politique de décider s'il développe telle ou telle priorité. Merci Georges. Donc nous, c'est un peu voilà ce qu'on pense de tout ça, mais évidemment, nous ne sommes pas des praticiens comme vous, mais beaucoup des observateurs et des acteurs plutôt. Donc on va vous demander de réagir. Pour commencer la discussion, j'ai une petite question malicieuse à vous poser. Comment une région fait-elle du développement durable maintenant qu'elle a des compétences encadrées, en ayant comme première compétence le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, et pas la compétence environnementale qui est le pilier fondateur du développement durable? À vous. Merci de me donner la parole. Bon, c'est une question, enfin malicieuse, c'est une bonne question, effectivement. Avant d'y répondre, peut-être 2-3 mots pour vous dire qui je suis, d'où je viens. Mais donc moi, je suis vice-président de la région Centre-Val de Loire depuis le mois de décembre, donc nouvel élu sur le sujet, en charge de la transition énergétique et de l'environnement. Et donc dans une région dont le périmètre n'a pas changé, une région qui n'a pas de métropole à ce jour, même si les deux principales villes, Orléans et Tours, aimeraient bien devenir métropole, et une région qui n'a pas changé de président non plus. Donc on a une certaine continuité. Alors, il y a eu pas mal de renouvellement dans les élus, mais on a une certaine continuité. Alors comme toutes les régions de France, on est dans ce paysage institutionnel qui est en pleine évolution avec les différentes lois qu'on a rappelées, et comme vice-président à l'environnement, à la transition énergétique et président de la commission développement durable de l'Association des régions de France. Bon, je partage assez votre question. Effectivement, la question de l'environnement n'est pas une compétence exclusive de la région. On a un chef de fila sur la biodiversité, bon, ce qui est pas si mal, mais quand même pas extraordinaire, avec en plus une loi biodiversité qui n'est pas tout à fait arrivée à son terme. Et donc, on est dans ce paysage-là, on va dire, obligé de composer. Alors, cette commission développement durable de l'ARF qui se réunit depuis quelques mois, parce que les élections étaient en décembre, le temps de monter la commission, ça prend un peu de temps. Elle réunit des élus qui sont soit issus de majorités qui viennent d'être majoritaires, soit de nouveaux élus. Et en fait, on doit avoir 1 ou 2 élus qui étaient déjà élus jusque-là, donc des nouveaux élus, un nouveau paysage, bon, ça fait pas mal de changements, mais la façon dont on essaie de répondre à cette question que vous posez, c'est de se dire que dans le schéma régional de développement économique pour l'innovation et l'internationalisation, on doit pouvoir essayer de faire réfléchir fortement nos collègues sur la question de la transition écologique de l'économie.
se dire que le système économique actuel, il est, pour un certain nombre de raisons, insoutenable, notamment parce qu'il consomme trop de matières premières non renouvelables et qu'il génère trop de pollution, mais aussi parce que, on peut pousser l'analyse un peu plus loin, il n'est quand même pas très générateur d'emplois et on peut se dire que la question des inégalités dans notre pays n'a pas beaucoup reculé. Que donc on a une machine de progrès qui ne fonctionne plus très bien, qu'il faut qu'on arrive à inventer un autre modèle pour arriver à cela, et que pour ça, le schéma régional de développement économique est le bon moment ou le bon schéma pour réfléchir sur la vision de l'avenir. Alors, cette vision-là, elle est évidemment diversement portée suivant les sensibilités des élus et aussi suivant leur délégation. Un vice-président à l'environnement, à la transition énergétique, qu'il soit de gauche, de droite, écologiste, ou il est de fait porteur de cette dimension-là, et il discute avec un vice-président à l'économie qui, en général, a des approches un petit peu plus classiques, traditionnelles, parce que les choses sont ce qu'elles sont. Donc il y a cette dynamique-là, cette dialectique qui est installée dans les équipes et qui n'est pas forcément dépendante comme je disais, de la couleur politique. Mais donc, en tout cas, pour nous, la façon de répondre à la question aujourd'hui dans l'action, c'est de dire on prépare dans toutes les régions des schémas régionaux de développement économique, essayons d'y injecter une dimension, une réflexion et une vision forte sur la transition écologique de l'économie, et essayons d'amorcer une partie sur l'économie circulaire qui préfigure le plan régional pour la réduction et la gestion des déchets que les régions ont à mettre en place. D'accord. Mais alors, comment avez-vous l'impression que vos coreligionnaires, si j'ose dire, dans la commission de développement durable, prennent tout le problème du développement durable, donc, dans les nouveaux périmètres, c'est-à-dire, je ne sais pas, on va prendre deux exemples. Alors, je vais prendre un que je connais bien, qui est Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, ce qui est quand même une toute petite région, n'est-ce pas ? Voilà, alors le développement durable à Niort et à Biarritz, c'est pas exactement la même chose, hein, ne parlons pas de Limoges, n'est-ce pas, Georges ? Alors, je veux dire, comment ça se fait ? Est-ce que c'est une addition, puisque la logique de la loi NOTRe, c'est une addition des actions. Donc, est-ce que c'est une addiction ou est-ce que c'est une nouvelle vision ? Autrement dit, est-ce que ces nouveaux territoires qui sont des délimitations administratives peuvent devenir des bassins de durabilité, en fait, avec... en ayant un peu une contradiction, parce que il y a une logique de bassin, par exemple, dans les agences de bassin, etc., qui est une logique environnementale. Mais là, comment fait-on ? Ou alors est-ce que justement cette logique administrative, qui a évidemment son fondement par rapport à l'Europe, à l'importance économique de nos régions, etc. Est-ce que cette logique économique fait basculer sur l'économie ? Oui. Je crois que l'exemple que vous citez, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, c'est sans doute la région où c'est le plus difficile, on va dire. Parce que moi, j'ai un collègue élu dans la Creuse, il met à peu près 5 heures pour aller à Bordeaux, avec les routes. Et lui, il est indemnisé pour aller participer à des réunions. Mais quand on élabore un schéma et une vision de développement durable, que ce soit pour l'économie ou l'aménagement du territoire, on a un petit peu besoin de le faire avec les forces vives du territoire, même si c'est des organismes, des personnes qui sont dans la société civile organisée. Et le fait d'avoir des régions de taille aussi importante fait que la concertation ou la co-construction, elle est physiquement rendue beaucoup plus difficile. Et ça, c'est une des grosses difficultés. Je pense que c'est une des contradictions de la loi et qu'on a plusieurs logiques qui se sont affrontées au moment où la loi a été rédigée et actée, et que l'idée que dans la mondialisation, il faut être plus gros pour être plus compétitif, ça n'est pas forcément compatible avec la vision de la transition écologique ou la vision du développement durable. Donc on a des visions qui peuvent s'entrechoquer. Dans une région comme la mienne ou comme la Bretagne,
qui n'ont pas changé de périmètre et qui en plus n'ont pas changé d'équipe. D'ailleurs, en Bretagne, c'est le même cas. Bon, on est dans une situation, je pense, beaucoup plus favorable avec des réseaux de partenaires avec qui on a une certaine pratique dans la discussion, la co-construction. Et puis, c'est plus vrai en Bretagne qu'en région centre, mais tout de même, une certaine identité territoriale qui fait qu'on peut penser la région comme un bien commun et que c'est beaucoup plus facile pour avancer sur le sujet. Après, pour répondre un peu plus généralement à votre question, moi, ce que j'observe, c'est que les régions qui ont fusionné, aujourd'hui, elles ont plutôt additionné leur politique, surtout si elles ont changé de majorité, mais même quand elles n'ont pas changé de majorité, de toute façon, un président de région qui se retrouve président d'une grande région, il n'était pas président des deux autres, et il n'est pas... Bon, il a besoin d'un peu de temps pour remanier les politiques de l'ensemble. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans de l'addition, et dans une réorganisation administrative qui mobilise beaucoup d'énergie. C'est pas sans faire trop de dessins. Quand vous avez 3 directeurs et qu'il n'en faut qu'un à la fin, il faut bien trouver un processus, et ça n'est pas forcément dans ces moments-là qu'on a le plus de coopération et de synergie dans les collectivités. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense que les mois qui viennent vont être beaucoup occupés par la réorganisation administrative et la réflexion pour avoir des politiques régionales et pas une addition de plusieurs politiques régionales. C'est donc... dans cette histoire, je pense que les régions qui ont fusionné vont mettre un certain temps avant d'arriver à être vraiment opérationnelles sur le plan régional, mais elles sont toutes en train de faire leur schéma régional de développement économique, innovation et internationalisation. Donc c'est vrai que le risque, c'est que les questions de durabilité soient peu ou soient mal traitées dans ce sujet-là. Bon, en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, on a une vice-présidente à la transition énergétique qui est d'ailleurs qui s'occupe du groupe de travail au sein de l'ARF, qui nous a fait part des volontés, de la volonté politique, ça me semble pas trop mal engagé. C'est Françoise Coutan. Ah oui. Françoise Coutan, qui est de Charentes. Bon, ils ont, en tout cas sur la transition énergétique, je pense qu'ils se posaient déjà les bonnes questions. Bon, il faut qu'ils arrivent à changer d'échelle, de périmètre. La question de la ruralité, de la ruralité isolée, comme il peut y avoir dans le Limousin, elle est... C'est-à-dire qu'en fait, si vous permettez, les 3 anciennes régions dans cette grande région aquitaine avaient des politiques assez fortes en matière de développement durable, de chacune, je veux dire, donc de manière différente, mais assez forte. Donc, effectivement, l'addition peut être bénéfique. Mais prenons un exemple. Alors, je vais être épouvantablement méchante pour la Picardie, mais pardon. Le Nord, Pas-de-Calais, avait une politique emblématique en matière de développement durable, et sûrement la première. Bon, la Picardie donnait son rang, comme on dit, mais de manière peut-être un peu plus discrète. Donc là, comment ça va se passer ? Peut-être que c'est bien d'ailleurs, parce que peut-être que l'une va entraîner l'autre. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vraiment, je veux dire, c'est des questions qui sont au cœur de votre commission ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore une fois un basculement sur le schéma de développement économique où vraiment la durabilité est dans la tête de tout le monde? Alors ce que je peux vous dire, c'est que les élus qui participent à cette commission, qu'ils soient peu importe leur sensibilité politique d'ailleurs, sont porteurs d'une vision de la transition écologique de leur région, alors avec des curseurs différents, mais moi ce que je sens, c'est que les questions de climat, de biodiversité aujourd'hui, elles sont complètement partagées par la société française. Ça n'est plus des questions polémiques comme ça pouvait l'être il y a 10 ans, 20 ans, où on pouvait s'écharper sur la réalité du changement climatique, alors sur l'intérêt de la biodiversité. C'est encore plus compliqué. Ce sujet est sans doute un peu moins bien traité que l'énergie, mais du côté des élus qui participent à cette commission, ils sont porteurs de cette vision-là. Le problème, c'est que toutes les régions ne participent pas à cette commission et toutes les régions ne participent pas à l'Association des régions de France. Et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en l'espèce, n'est pas adhérente aujourd'hui à l'Association des régions de France. Donc, j'ai peu d'informations sur leurs travaux. Quelles sont les régions manquantes avec votre association ? C'est la seule. Oui, c'est la seule. Et ça, c'est pourquoi ?
Bon, c'est des questions politiques. Il fait la tête, le président. C'est en négociation. Alors, il y a eu une discussion sur le montant de la cotisation, mais finalement, les autres régions ont été d'accord pour ramener la cotisation à un niveau qui semblait plus acceptable, donc vers le bas. Ils trouvent que c'est trop cher. À Haute-France, mais ils ne sont toujours pas adhérents. Donc, bon, on a sans doute un manque de volonté politique, peut-être un petit jeu avec les échéances qui arrivent en 2017. C'est possible que ça joue. C'est sûr que être adhérent ou pas de l'ARF va peser beaucoup dans le vote des citoyens sur les présidentielles. Ça me semble assez clair. Oui, je suis assez d'accord, c'est déterminant pour l'élection du prochain président. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour l'ARF. Ce qui fait que par rapport à votre question, sur cette région-là en particulier, j'ai peu d'informations récentes. Je vois bien ce que Nord-Pas-de-Calais a fait sur l'ancien mandat avec Rifkin sur la 3e révolution industrielle. Quelque chose qui correspondait bien au profil de la région. D'ailleurs, c'était plutôt oui, puis même avant, bien avant. Enfin, je veux dire, ça date de la fin du siècle dernier, cet engagement, c'est clair. Mais sur l'actuel, ce qui va se passer pendant ce mandat, j'ai peu de vision. Après, si on parle des autres régions qui participent, Rhône-Alpes-Auvergne, on a moins de participation. On cerne un petit peu moins, effectivement, aussi ce qu'ils vont faire. On voit quelques saillies dans la presse sur des sujets comme les parcs naturels régionaux qui peuvent un petit peu inquiéter, mais qui peuvent être seulement des saillies de communication et pas la ligne directrice des politiques. Mais sur les autres régions, c'est encore une fois, je trouve ça c'est vraiment pour moi le signe que la question du développement durable ou de la transition écologique de nos sociétés a beaucoup progressé. C'est qu'aujourd'hui les élus qui sont là sont porteurs de cette vision et on sent il y a des nuances, des curseurs qui ne sont pas placés au même endroit évidemment, mais le socle commun est là et c'est plutôt pour moi bon signe. C'est le signe que on commence vraiment à être culturellement mûr pour amorcer une vraie transition écologique. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est la transition écologique, par exemple, dans une région comme la vôtre ? Dans une région comme la mienne, la transition écologique, c'est... pour moi, il s'agit d'arriver à faire évoluer la façon dont on aménage le territoire, les règles d'urbanisme, la façon dont on aménage le territoire, et le tissu économique, c'est-à-dire la façon de consommer et de produire, et sans doute aussi l'économie au sens domestique, c'est-à-dire la façon dont les habitants vivent, comment leur choix d'habitation, d'alimentation, de transport, etc., de les faire évoluer pour qu'ils soient plus compatibles avec les ressources naturelles, avec les limites environnementales, et que, au passage, elles créent un peu plus de solidarité, qu'elles réduisent un peu les inégalités. Ça c'est la grande vision. Je pense que dans les objectifs de développement durable, façon ONU, on retrouve un petit peu ça, avec une spécificité pour des pays développés, qui est que nous, on a très largement dépassé les limites planétaires, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays en développement. Donc ça fait des différences. Et encore, dans les pays en développement, il y a évidemment des situations différentes selon qu'on soit pays un peu en crise ou en difficulté, ou pays à fort développement économique. Mais dans ma région, de façon très concrète, on a un énorme enjeu sur si on parle aménagement du territoire, on a un énorme enjeu sur la consommation du foncier. On a un modèle d'urbanisation qui est basé sur le lotissement dans les zones périurbaines avec des terrains relativement grands et puis des zones d'activité où on ne se pose pas trop la question du foncier. On consomme beaucoup trop de foncier, notamment de terres agricoles, mais aussi d'espaces naturels. Donc il faut qu'on arrive à réguler cela et à passer sur un modèle d'urbanisation sans doute plus dense et moins consommateur de foncier. Et j'espère que le SRADET pourra être un schéma qui nous aidera, le schéma qui nous aidera à avancer sur le sujet, même si avant on a un exercice de concertation territoriale à mener sur le sujet pour que les règles qui seront dans le SRADET soient acceptées, acceptables et in fine votées par la collectivité. Sur l'aménagement du territoire, on a un deuxième enjeu qui est la question du respect de la biodiversité. Comment on arrive à avoir un schéma de continuité écologique qui se traduise réellement dans les documents d'urbanisme et dans la façon dont on aménage le territoire. Ça, c'est un gros enjeu sur lequel le mandat précédent a pas mal travaillé, mais le SRADET et l'intégration du schéma régional de cohérence écologique dans le SRADET devrait nous permettre de progresser.
mais moi je suis persuadé qu'il faut aussi que ce soit couplé avec une capacité d'ingénierie sur les territoires qui soit renforcée, parce que si on ne prend que l'aspect réglementaire, on sera face à un sujet qui sera mal compris, contourné, alors que la biodiversité, c'est très concrètement, c'est l'environnement dans lequel vivent les habitants des territoires. Et l'enjeu est d'arriver aussi à améliorer leur environnement, leur cadre de vie. Il y a un certain attachement des habitants à leur environnement, mais il faut qu'on arrive à conjuguer les deux dimensions ascendante, descendante. Donc après, sur le... Bon, ça, c'est les gros enjeux pour l'aménagement du territoire, avec un troisième, sans doute, qui n'est pas environnemental, mais qui est une question d'équilibre ou d'égalité des territoires. Ma région est traversée par la Loire. C'est un superbe fleuve qui, parfois... là, on avait un petit peu peur qu'il déborde, mais c'était limite. Mais on a donc un petit risque inondation à gérer dans l'aménagement du territoire. Enfin, quand je dis petit, c'est un petit peu ironique, parce que sur l'agglomération de Tours, qui est donc une des deux grosses villes de ma région, en cas de crue centenale de la Loire, nous aurons 110 à 120 000 personnes à évacuer. Je sais pas... de l'avis du préfet d'Indre-et-Loire, il nous dit régulièrement « je ne sais pas comment faire ». Bon, c'est une façon de stimuler les élus locaux pour qu'on avance sur le sujet, mais c'est une réalité. Et en matière d'aménagement du territoire, il y a forcément un modèle à trouver. C'est une manière personnelle de stimulation, quand même. C'est ça, c'est une forme d'engagement, parce qu'on peut saluer sa modestie, parce que c'est rare du côté des préfets d'avouer qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt, mais les services de l'État ont vraiment pris cette question à bras-le-corps. Donc on va avancer sur les territoires à enjeu. Et j'espère que dans le SRADET, on aura quelque chose d'assez clair par rapport aux risques naturels et à l'aménagement du territoire. Après, il y a tout le volet. Vous avez un calendrier pour tout ça, parce que donc il y a les anciens schémas qui doivent être absorbés par le nouveau. Les deux nouveaux, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un calendrier imposé, entre guillemets, oui, c'est ça. Alors... Il y a un calendrier imposé, puis après il y a le calendrier de la région, parce que mais bon, nous, donc il n'est pas imposé. On a commencé le schéma régional de développement économique, qu'on espère avoir fini pour 2017, et entre 2017 et 2019, on va être dans la préparation, la rédaction et tout le processus du SRADET. Le choix a été fait de commencer par un schéma de développement économique. Je pense que politiquement, c'était plus intéressant de montrer aussi un cap lié à l'économie, à l'emploi. En tout cas, moi, j'ai le souci de la transition. Donc, à la mi-mandature, vous aurez les deux schémas. À la mi-mandature, on devrait avoir les deux schémas. C'est ça l'esprit, de façon à ce qu'ils commencent à pouvoir s'appliquer, parce que tout ça, c'est intéressant d'avoir un SRADET prescriptif, et si on travaille bien, si la volonté politique est bien partagée, la concertation, il sera au service du développement durable. Mais il ne s'imposera au SCOT et au PLU qu'une fois qu'ils seront revus. Il n'y a pas d'application directe, immédiate du SRADET au document d'urbanisme. Donc on a un temps d'application de tout ça qui est assez long. Et en gros, c'est un énorme paquebot qu'on essaie qu'on va essayer de faire bouger, mais ça va prendre plusieurs années. Avec la possibilité pour pour une nouvelle équipe, une fois que les élections seront passées, s'il y a une nouvelle équipe, de remettre à plat le SRADET, de le rechanger avant qu'il ait été appliqué. On est dans quelque chose qui peut... qui est finalement assez faible sur le plan de son application, mais en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une vraie évolution législative, qu'il faut qu'on arrive à la saisir, notamment parce que ces documents-là seront prescriptifs, et qu'on ne sera plus dans l'exercice dans lequel on était, d'une région qui se veut stratège et animatrice, mais qui n'a aucun moyen pour faire appliquer sa stratégie. Donc la concertation, la co-construction, c'est très bien, mais ça a quand même ses limites. C'est ce que je pense, mais ça, oui, l'équipe le sait. Comment sentez-vous, alors dans votre région, effectivement, c'est plus difficile puisque vous n'avez pas changé, mais d'après vos discussions avec vos collègues, etc., comment sentent-ils les populations réagir à tout ça ? Alors, est-ce que c'est l'indifférence qu'on dit souvent par rapport à une certaine technocratisation, évidemment, des schémas, etc. Est-ce que c'est une espèce de surprise sceptique par rapport au changement de taille, ou est-ce qu'il y a vraiment un engagement ? Ouais, c'est une question intéressante. On est dans un moment politique, moi je crois, qui est assez difficile, mais qui est ambivalent. On a un rejet
on a un rejet citoyen de tout ce qui est institutionnel et de nos institutions démocratiques qui est quand même extrêmement fort. Un gros scepticisme sur la capacité des institutions à agir et beaucoup de remises en question. Et ça, c'est assez largement partagé, il me semble, hein, quelles que soient les sensibilités politiques des citoyens. C'est extrêmement fort. Et en même temps, moi je trouve que, je le disais pour le climat et la biodiversité, mais l'idée de... on va dire cette espèce de citoyenneté planétaire, citoyenneté environnementale planétaire, elle a très largement progressé et c'est un ressort sur lequel il faut qu'on arrive à s'appuyer pour essayer de bâtir des politiques et des visions d'avenir qui soient légitimes et portées par les populations. Moi, je mets en place une petite opération qui s'appelle le défi énergie, que d'autres appellent famille à énergie positive. Bon, peut-être que vous connaissez ça, c'est né en Rhône-Alpes. C'est une opération, d'ailleurs, à laquelle j'ai participé à titre personnel, qui vise à accompagner des familles dans la réduction de leur consommation d'énergie, sans faire des investissements, mais par des gestes simples. Et tous les ans, on réunit les familles qui y ont participé. Cette année, il y avait 400 personnes à peu près de ma région qui étaient réunies. Et donc on a fait un peu s'exprimer les participants avec des catégories socio-professionnelles très variées. On avait des gens qui étaient accompagnés par des assistantes sociales de conseils départementaux et qui d'ailleurs ont fait le plus de progression, enfin le plus progressé en économie et de kilowattheures et donc d'énergie, et puis des catégories qu'on appelle rapidement des bobos, enfin des CSP+, un peu plus urbaines et un peu plus avec un niveau de formation plus élevé. Et qui n'avaient pas d'assistante sociale. Qui n'avaient pas d'assistante sociale, mais qui avaient une animatrice ou un animateur environnement qui les aidait à avancer. Moi, j'étais très frappé. C'est extraordinaire le fait que c'est extrêmement partagé et qu'on a une fierté de toutes ces personnes qui ont participé à ça, à dire bah oui, je suis, moi je le dis avec mes mots, je suis un citoyen du monde et je change de comportement parce que ça ne peut plus durer. Les uns et les autres l'ont exprimé différemment, mais on sent bien que ça c'est très porté. Et après, il faut qu'on arrive à partir de ce désir-là ou de cette vision qui est partagée à construire de la vision régionale. C'est là où vous avez vraiment l'impression qu'ils font le lien. Entre le planétaire et la région. C'est-à-dire qu'en tout cas, de cet exemple-là, moi je retire je pense qu'ils font le lien entre le planétaire et leur vie de tous les jours et la façon dont est organisé un peu le territoire. Après, le niveau régional, les SRADET et les SRDE2I, on est dans... pour arriver à intéresser la population à ces questions-là, il va falloir qu'on pose des questions un peu plus terre-à-terre et plus reliées à leur quotidien. D'accord, ce que vous voulez dire, c'est que, en fait, la région serait l'échelon organisateur d'une vision planétaire. Ça me semble l'échelon assez intéressant et je pense que dans l'élaboration du SRADET, on essaiera d'inventer des façons de faire participer les habitants et de discuter et de co-construire avec eux qui permettront de relier ces différentes dimensions-là à partir de leur quotidien et puis de la vision planétaire, se dire comment on peut organiser le territoire régional. Et c'est vrai que moi j'ai toujours milité pour cet échelon-là, pas forcément d'ailleurs pour des fusions de régions, mais pour un échelon qui soit supérieur à un territoire bassin de vie, qui agglomère plusieurs bassins de vie et qui peut avoir une communauté de destin, et qui puisse être en discussion avec l'État et l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir un schéma qui se dessine, qui est assez cohérent par rapport à ça, avec les contrats de plan État-région et la gestion par les régions des fonds européens. Des fonds européens avec la stratégie 2020 qui sont quand même très orientés développement durable, plus que jamais. C'est quand même assez intéressant, même si dans la pratique, malheureusement, il y a deux éléments qui sont pour moi des freins énormes. C'est qu'il y a des régions qui ont maintenant des tailles tellement importantes que la concertation, la mobilisation des habitants et le fait on parlait d'identité commune, ça c'est extrêmement difficile. Quand on habite en Creuse, c'est vraiment difficile de se sentir membre de cette grande région. Et on a même plutôt, à mon avis, renforcé le sentiment d'exclusion, de relégation qu'autre chose. Mais c'est peut-être l'exemple le plus extrême. Et le deuxième écueil qu'on a est beaucoup plus administratif, mais très concret, c'est qu'aujourd'hui, les fonds européens sont gérés par les régions, mais que sur la question du FEADER, on est complètement en panne avec un ministère de l'Agriculture et une ASP qui a posé des règles du jeu, des façons de fonctionner qui font qu'on n'arrive pas à activer le fonds. On n'arrive pas à activer le fonds et
on risque de perdre tout le bénéfice de la régionalisation des fonds européens qui devait normalement permettre d'être plus proche du terrain. C'est de façon très simple, l'ASP, donc c'est l'agence des paiements, là, c'est l'ex-CNASEA, il me semble, oui, c'est CNASEA, oui. bon, qui a évolué déjà vers d'autres... Déjà CNASEA, ça marchait pas avant. Alors, bon, après, pour arriver à déclencher les paiements, ils doivent mettre au point un logiciel qu'ils développent, qui est propre à chaque mesure. Et donc, dans les régions. À chaque mesure régionale. Et dans une région comme la mienne, on doit avoir une quinzaine de mesures. Donc, on multiplie Donc, il faut une déclinaison du logiciel qu'ils n'arrivent pas à mettre en place. Enfin, on est face à un problème apparemment informatique, mais qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc le président de l'ARF est monté au créneau. Enfin bon, c'est une situation qui est... Enfin, on ne va pas rentrer dans ce problème de détail, mais qui a un impact terrible justement concret, sur les gens. Oui, c'est ça. Prendre pendant un moment l'ancienne déclinaison jusqu'à ce que le logiciel marche, c'est pas possible. Ça semble pas possible. Ah, je dirais que après moi je suis pas directement porteur du FEADER, j'ai pas participé directement aux discussions, mais ce que je constate, c'est que sur les mesures agro-environnementales, sur la partie du FEADER qui permet de financer des programmes de restauration de l'environnement, sur les programmes LEADER, qui sont des programmes développement durable, soutien des projets de développement durable des territoires, on est en panne sur ce sujet-là, on n'arrive pas à activer le fonds. Comment voulez-vous que les gens soient attachés à l'Europe ? Alors, le milieu rural et agricole en particulier est déjà très remonté, le sentiment de relégation donc ça ne fait que l'amplifier. Je pense que c'est intenable. J'espère qu'à partir de 2020, on aura une autre gestion, mais il faut qu'on arrive à gérer aujourd'hui le 2017-2020. Pourquoi à partir de 2020 ? Parce que c'est l'échéance vous savez, les fonds européens sont gérés sur le même calendrier que le CPER, et donc on pourra repenser Oui, mais une fois qu'on aura repensé, il faudra que ça se remette en marche. Enfin, c'est terrifiant. C'est assez terrible. Et ça ne nous aide pas du tout, effectivement, c'est vraiment contre-productif. Mais bon, d'accord. Et alors, pour venir justement aux questions environnementales, etc., comment les régions réagissent-elles à l'accord de Paris? Comment elles pensent les intégrer à l'ex-schéma climat-énergie qui donc va s'intégrer dans le nouveau schéma, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a un début de réflexion? Est-ce que vous pensez que cet accord va mobiliser les régions? Est-ce qu'elle mobilise la vôtre? Oui, la nôtre est très mobilisée, mais alors sur le sujet du changement climatique et de l'accord de Paris, moi je me suis réjoui de voir que le gouvernement français poussait un objectif qui était finalement plus ambitieux que ce qu'on avait eu jusque-là, en disant que si on pouvait aller jusqu'à à limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce serait encore mieux. Moi je pense que l'enjeu est de taille. Ce qui nous manque aujourd'hui, si on est très pratico-pratique, c'est la prescriptivité. C'est-à-dire que notre plan énergie-climat, qui peut avoir, qui sera cohérent avec et qu'il est déjà d'ailleurs avec les objectifs de 2 degrés. Notre plan énergie-climat n'est pas prescriptif sur l'évolution du secteur économique. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'incapacité à traduire l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en évolution des aides économiques. C'est quelque chose, c'est un exercice qui est techniquement, je crois, extrêmement difficile, et puis politiquement un peu pas facile non plus. Ce qui fait qu'on a des grands objectifs territoriaux, qu'on essaie de mettre en place en faisant évoluer nos aides, des aides incitatives et en animant le plus possible le territoire, pour ce qui est de l'industrie et de l'agriculture. Pour ce qui est du bâtiment, on a d'autres outils qu'on essaie d'activer, des incitations à isoler les logements, mais on a un changement d'échelle à faire. Si on veut arriver à atteindre les objectifs de Paris, il faut qu'on passe de 6 000 logements isolés par an à 20 000. Donc il faut arriver à multiplier par plus de 3, enfin 6 000, 7 000, suivant les estimations, c'est jamais très fin comme estimation. Donc on a un chantier énorme devant nous, on est en train de travailler à structurer
le milieu des entreprises pour qu'elles soient plus en capacité d'y répondre, développer la formation, etc. Et de l'autre côté, travailler sur l'accompagnement des propriétaires de logements, qu'ils soient privés ou bailleurs sociaux, et l'accompagnement technique et l'accès à des financements qui soient compatibles avec l'enjeu. Bon, ça, c'est le gros chantier sur lequel on est. Mais on a cette difficulté à relier un objectif global avec notre capacité à l'animer et à l'atteindre. Bon, c'est l'enjeu auquel sont confrontées toutes les régions. Il y a une volonté assez politique qui est assez forte d'y participer. Je dirais le deuxième volet de l'accord de Paris pour nous, régions, c'est aussi le volet solidarité internationale. Parce que quand on regarde la question du changement climatique et des impacts, en tout cas tels que le GIEC peut les imaginer, on se rend compte que dans ce monde qui est déjà assez inégal, finalement le changement climatique est un facteur supplémentaire d'aggravation des inégalités, et qu'il y a un impératif de solidarité internationale qui devient finalement de plus en plus fort. Alors c'est pas le sujet politiquement le plus facile, hein. Dans ma région, on a fait le choix de maintenir les aides, le budget solidarité internationale, et de commencer à l'orienter en partie sur la question des biens communs, et en particulier climat et biodiversité, et notamment de soutenir les efforts d'adaptation des autorités locales avec lesquelles on est en coopération. Mais on sent bien que ça n'est pas complètement partagé par toutes les régions, et que ce sont des budgets qui sont un peu vulnérables, quoi. Mais en tout cas, du côté de la Commission développement durable de l'ARF, ça fait partie des sujets qu'on essaie d'impulser. On relance le groupe de travail commun pour préparer la COP22, et on a un groupe de travail sur la question des systèmes alimentaires territorialisés pour stimuler en fait la transition alimentaire dans les régions. Et c'est une entrée, il me semble, c'est une entrée extrêmement importante. Dans ma région, l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc c'est un enjeu énorme pour des régions rurales, si on parle climat. Et c'est aussi un axe très mobilisateur pour les populations. Il y a un mouvement citoyen de transition alimentaire qui commence à être assez fort. Et l'idée, c'est de s'y appuyer. Et c'est un vecteur de développement économique et de réduction de la vulnérabilité face aux marchés mondiaux qui est quand même assez importante. Donc c'est finalement une façon très concrète d'aborder la transition écologique de l'économie, en essayant de reterritorialiser l'alimentation, de recréer des flux entre le rural et l'urbain, de travailler sur l'aménagement et l'égalité des territoires. Et c'est une politique qui fonctionne, c'est un groupe qui fonctionne plutôt bien. Alors vous savez, pour tout ce genre de travaux à la fois proches de la population et proches des entreprises, il y a un truc formidable pour vous aider, ça s'appelle les comités 21 locaux. Voilà. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Et donc, avant de... Alors, il reste un tout petit peu de temps, je pense, avant l'arrivée de Madame la Ministre. Oui, donc, soyez assez bref et assez court. Et n'hésitez pas à vous présenter avant. Il y a une question ici. Merci, bonjour, et merci de cette vue à la fois large et précise sur un certain nombre de dimensions. Ma question porte, Yves Lebars. Tu ne te présentes pas. Voilà, Yves Lebars, je suis président du Comité français pour la solidarité internationale. Après un itinéraire varié qui m'a amené à travailler avec le Comité 21 plusieurs fois. Mais ma question porte justement sur la dimension internationalisation qui a été présentée là, alors même que dans beaucoup de régions, on voit un repli. Il y a même une région où le vice-président qui s'occupait de l'internationalisation, c'est économie et tourisme. Hein, c'est-à-dire aider les entreprises à exporter et accueillir le maximum de monde. C'est-à-dire que la dimension développement durable, ouverture au monde est réduite. Alors comment ça se passe dans ce travail sur le développement durable entre les régions?
Là, je vais plus parler de ma région parce que j'ai pas forcément de vue globale sur l'ensemble des régions, mais ce que je vois quand même, c'est que ce mouvement, ce transfert de la coopération vers, de la solidarité internationale vers une coopération qui est pensée comme étant un outil de développement de notre propre économie, il est à l'œuvre depuis quelques années. D'ailleurs, les précédents ministres des Affaires étrangères l'ont peut-être un petit peu stimulé. Hein. On s'est retrouvé avec un ambassadeur qui était pour la région Centre et Pays de Loire, qui nous aidait à internationaliser, développer les exportations et l'internationalisation des entreprises. Et dans ma région, comme dans les autres, il y a une partie de la coopération qui a commencé à être orientée sur ces sujets-là. C'est pas forcément complètement négatif. Quand on permet au pôle DREAM, par exemple, qui est un pôle de compétitivité qui travaille sur la métrologie environnementale, de développer des services adaptés à des grosses agglomérations chinoises pour mesurer la qualité de l'air, on peut se dire qu'on est dans quelque chose qui peut être intéressant, même en termes de développement durable. Donc il ne s'agit pas d'avoir une approche fermée en disant qu'il y a d'un côté ce qui est bon pour notre économie, puis de l'autre ce qui est de l'ordre de la solidarité et de l'aide. Il peut y avoir de la coopération bien pensée, mais quand même on a un peu ce mouvement qui est un peu inquiétant. Après qu'on a contrebalancé, là on a un vice-président à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui est à la fois porteur de tout ce qui va être mobilisation des citoyens dans la réalisation, la définition et puis la mise en œuvre des schémas de développement, qui est aussi porteur de toute la dynamique leader et soutien aux initiatives citoyennes des territoires, une grosse politique dans ma région, qu'on va étendre du rural vers l'urbain. Et donc de ce côté-là, je pense que le lien internationalisation, développement durable, notamment sur la question des biens communs, changement climatique, biodiversité, et avec en toile de fond la mobilisation citoyenne, va être bien travaillé. Après, il y a l'autre versant, l'autre volet, c'est dans ce schéma régional pour le développement économique, l'innovation et l'internationalisation, il y a la dimension internationalisation au sens commerce extérieur. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir des... moi j'ai une grosse vigilance sur le sujet, même si ça n'est pas facile, pour essayer de faire en sorte que dans les démarches d'internationalisation, on ait le souci de respecter les populations des pays en développement, leurs ressources naturelles, de ne pas exporter nos pollutions, mais on est face à quelque chose qui est... sur lequel on commence à poser des questions qui sont des questions un peu nouvelles. La question du commerce équitable, elle est assez ancienne maintenant, finalement, dans le paysage, mais l'empreinte écologique de nos entreprises, de nos modes de consommation ou d'exportation de nos services, l'empreinte écologique et sociale, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors, on va essayer de démarrer quelque chose avec la filière du caoutchouc, qui est une filière importante dans ma région. Il y a 6000 emplois qui sont autour du caoutchouc, et le caoutchouc naturel, c'est une matière première agricole, forestière, sur lequel il y a des gros enjeux sociaux et écologiques, et des enjeux aussi d'économie circulaire. On a un peu de mal à le recycler, mais bon. Donc on va essayer de travailler avec les acteurs de la filière pour améliorer la durabilité, et ça fait partie des orientations qu'on va essayer de promouvoir. Merci. Une autre question, deux autres questions d'ailleurs. Oui, bonjour, Marie-Lise Brun-Montagne, je suis consultante formatrice pour les collectivités territoriales, et en ce moment, on travaille sur les transferts de compétences eau, donc au niveau intercommunal. Donc ma question, c'est le sens de la loi NOTRe, on le dit, c'est de substituer le vieux couple département-commune au couple région-interco. Donc de la même façon, comme vous l'avez dit, que la région devient ensemblier de politique, le niveau intercommunal, en intégrant des compétences telles que l'urbanisme, les 3 compétences eau, voilà, on peut arriver à un moment à un point où on va poser les problèmes différemment. Or, il y a vraiment les problèmes structurels des politiques de l'eau, voilà. Bettina, vous avez évoqué les périmètres des agences de bassin. Est-ce qu'avec les grandes régions, ça fait bouger les lignes aussi de ce côté-là? Moi, j'aurais aimé vous entendre sur tout ça.
Ouais, effectivement, c'est un sujet de préoccupation parce que on est face à Enfin, moi, je partage assez le mouvement d'ensemble, le couple région-EPCI. Bon, je pense qu'on est dans quelque chose qui peut être dynamique. Mais c'est vrai que sur les enjeux eau et biodiversité non aquatique, on a une question une contradiction sur les périmètres physiques. Les enjeux eau ne sont pas sur les mêmes périmètres que les EPCI. Dans ma région, on a maintenant à peu près les 3/4 du territoire qui sont couverts par des contrats de rivière avec des SAGE et un contrat agence de l'eau région, qui permet de vraiment avancer sur le sujet. Et c'est une grosse avancée pour la gestion des milieux aquatiques, pour leur amélioration. Et ma préoccupation est d'arriver à ce que l'arrivée des EPCI dans le jeu ne perturbe pas cette politique, au contraire, et qu'on arrive à l'étendre aussi à la question de la biodiversité. Alors ça passera peut-être par des transferts de compétences. Les EPCI qui pourraient transférer leurs compétences aux syndicats existants, c'est une des façons de prendre le truc, mais on n'a pas encore de schéma global d'organisation. Et se greffe à ça la question de la biodiversité non aquatique, puisque la loi sur la biodiversité prévoit que les agences de l'eau pourraient intervenir sur ce sujet-là, ce qui me semble, moi, très cohérent. Moi, je pense qu'en matière de biodiversité, il faut prendre la question dans son ensemble. Il y a des zones humides, des zones qui le sont beaucoup moins, mais tout ça, c'est finalement, les trames vertes et bleues sont complètement interpénétrées, interdépendantes, et il faut qu'on ait une approche de cohérence écologique. De cohérence justement, écologique, comme disait le schéma. Et effectivement, même si après il y a des questions de périmètre Et pourtant, quand même, le périmètre des agences est finalement plus logique avec l'actuel périmètre des régions que les anciennes régions. Oui. Parce que les bassins étaient beaucoup plus importants que les anciennes régions. Donc ça devrait ajouter un peu de cohérence. Ça pourrait. Oui, c'est un petit peu tôt pour le voir, mais c'est quand on descend à la maille plus fine que là, moi, je commence à être un petit peu inquiet, parce que dans les découpages intercommunaux, les préfets sont peu sensibles à la dimension eau. C'est pas ça qui les... les préfets ont besoin d'une formation écologique. Formation sur les questions de développement durable. On essaye de leur donner à travers des formations à l'ENA, etc., mais c'est pas facile. Oui, ça, bien sûr. Je sais bien. Ils sont à la manœuvre sur GEMAPI. La question du risque inondation est peut-être une entrée qui parle plus au préfet, parce qu'il y a des enjeux population. Il y a des enjeux sécurité civile, etc. Ouais. Ouais, voilà. Deux autres questions. Oui, bonjour. Donc Christian Dubos, directeur développement durable de la SNCF et administrateur de cette belle maison qu'est le Comité 21. Donc moi je vais évidemment vous parler de mobilité. Et je pense que le paysage s'est quand même un peu recomposé dans le domaine, avec les régions, avec les intercommunalités. Et donc j'ai l'impression qu'on a une vraie opportunité maintenant pour dépasser le concept de transport, pour aller vers la mobilité, et y compris pour transversaliser un certain nombre de problématiques. Vous avez cité tout à l'heure la question des lotissements, qui pose vraiment un sujet extrêmement sensible, qui est la précarité en termes de mobilité dans ce type de secteur. Et donc, comment voyez-vous les évolutions en la matière, donc, je le répète, dans une optique transversale, puisqu'on va regarder à la fois les questions climatiques, mais aussi les questions d'autres dimensions, y compris sociales, du développement durable. Oui, c'est vrai qu'en principe, le SRADET est le bon moment pour essayer de se donner une vision cohérente entre l'aménagement du territoire, là où on incite des populations et des activités économiques à se fixer, et puis la façon dont on organise la mobilité. C'est le bon exercice avec l'ensemble de ces schémas, y compris sur l'intermodalité, qui sont rassemblés. Après, ça pose des... Enfin, bon, c'est quelque chose qui est assez délicat et assez difficile. Un schéma ne peut pas tout, notamment par rapport aux activités économiques et leur implantation. Et on est face à là aussi des paquebots très longs à gérer. Les règles d'urbanisme qu'on peut mettre en place dans un schéma, le temps qu'elles s'appliquent, ça va être très très long. Mais moi je crois que ce qui fera la différence dans cette histoire-là, c'est effectivement qu'on arrive à avoir une vision assez
une vision cohérente de tout cela avec l'ensemble des enjeux, une vision partagée avec les acteurs du territoire, qu'ils soient collectivités, acteurs économiques ou population, pour qu'on ait le plus de chances possible d'arriver à ce que ça puisse se concrétiser. Parce que le schéma même prescriptif, on aura du mal à emmener le territoire. Et puis après, il y a la question des moyens. Est-ce qu'on arrive à dégager des moyens financiers pour une politique mobilité qui soit un peu dynamique? Dans ma région, on a fait le choix d'affecter une partie du FEDER sur l'axe transition énergétique pour mettre en place une ligne de chemin de fer qui dessert une partie de l'agglomération orléanaise, mais qui est une ligne SNCF TER, enfin, qui n'existe pas encore d'ailleurs, mais bon, c'est un choix politique fort, mais qu'on fait parce qu'on arrive à mettre en place un peu des fonds européens, mais on a une capacité d'investissement sur le sujet qui est finalement quand même assez faible. Il faut déjà qu'on arrive à faire tourner les lignes existantes et qu'elles soient de qualité. Alors, ça pose une question de fiscalité que vous avez un peu posée là dans votre introduction, hein. C'est vrai que je pense que avec l'entrée mobilité, mais pas seulement, on est en limite. On a des schémas qui vont être plus prescriptifs. On a la chance d'avoir, si sur le plan du rapport de force politique, je pense que c'est une chance, mais on a des exécutifs de différentes sensibilités qui vont se mettre dans l'exercice et qui font tous le même constat que face à ces nouvelles compétences, on n'a pas les moyens suffisants pour avancer. Donc on commence à avoir une réflexion et des propositions sur une évolution de la fiscalité, bon, dans un contexte budgétaire qui est difficile, et puis dans un rapport à la pression fiscale qui est peut-être un petit peu ambigu dans notre pays, mais bon, le discours dominant est qu'il y a déjà beaucoup d'impôts et que c'est pas la peine d'en rajouter. Ça peut se discuter, mais en tout cas, en l'état, nous avons commencé à réfléchir à la façon dont une partie des ressources fiscales existantes pourrait être réaffectée vers les régions, notamment la contribution climat-énergie pour ce qui est de la transition énergétique, et la TGAP pour ce qui est de la question des déchets. Donc on commence à élaborer des propositions communes avec la DCF et France Urbaine sur le sujet pour enclencher un lobbying. Mais moi, je suis persuadé que c'est un chantier sur lequel il faudra qu'on avance dans les années à venir si on veut approfondir la régionalisation au service du développement durable. Je vais prendre les deux dernières... On peut peut-être les prendre en même temps. Oui, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Bonjour, Juliette Dixon, coordinatrice du RAR, du réseau des agences régionales de l'environnement. Bonjour Monsieur Peugeot, bonjour Madame Laville. Juste une bonne nouvelle en tout cas pour la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, pour laquelle apparemment certains participants s'inquiétaient. Le CERD, qui est l'agence régionale dans le Nord-Pas-de-Calais, est déjà en train de déployer le réseau des ambassadeurs du développement durable sur la Picardie. Donc la problématique, c'est vraiment de juste s'étendre, c'est une problématique d'extension géographique, donc vraiment de tirer le développement durable dans cette région. Ça, c'est donc pour la bonne nouvelle. Et pour la question, pour rebondir sur la première question de Madame Laville, sur finalement cette surprise un petit peu entre le schéma économique et finalement cette compétence environnementale qui n'est pas une compétence environnementale exclusive pour la région, et se poser la question de cette cohérence entre finalement comment est-ce qu'on crée cette cohérence qui n'est pas dite dans la loi. À mon sens, il y a beaucoup d'opportunités en termes de planification, en termes de schéma, pour faire ces liens, mais qui ne disent pas leur nom. Le schéma biomasse en est un, le schéma sur l'économie circulaire, l'article 179 de la loi de transition énergétique sur la mise à disposition des données énergie-climat va être un levier extraordinaire, en tout cas, pour que les territoires s'approprient leur destin énergétique. Donc on est vraiment sur cette information sera mise à disposition, et une fois mise à disposition, les collectivités territoriales pourront véritablement s'approprier leur budget et décider et réduire finalement cette facture énergétique qui au niveau de l'Île-de-France est ridicule. Merci. Attendez, excusez-moi, mais oui, bien sûr. On va prendre les autres questions. Je sais que vous avez peu de temps. Mais non, mais ça ne perturbe rien, il n'y a pas de sujet. On termine la série de questions. Voilà. Donc juste sur ces deux opportunités finalement, en fait, il y a des opportunités en termes de planification. Ouais, okay.
Madame, Merci. Madame, à votre côté, là. Voilà. Armelle Caron, AgroParisTech. Je voulais juste savoir si le fait que les schémas régionaux de cohérence écologique qui vont maintenant plus être coportés en fait entre les régions et l'État, qu'est-ce que ça change en termes de besoins d'ingénierie, de technicité, de connaissance des régions? Comment les régions se positionnent par rapport à cette dimension, sachant que la perte d'expertise de l'État est pour moi une question qui m'intéresse. Oui. Bon. Merci, alors, je vais aller très vite. Caroline Bataillon du cabinet Rouge Vif Territoire. Donc, je voulais savoir, concernant l'élaboration des nouveaux schémas, quel va être le rôle de l'ARF pour l'accompagnement auprès des régions concernant l'élaboration de ces nouveaux schémas. Et vous avez parlé à plusieurs reprises de concertation, donc je voulais savoir, concernant justement la région Centre-Val de Loire, comment vous vous appuyez sur les enseignements d'élaboration concertée des SRCE, SRCAE, et est-ce qu'il va y avoir des liens avec l'agenda 21 régional? D'accord. Merci. Ah oui, très bien. Bon, ça fait beaucoup de questions. J'essaie de répondre rapidement, mais effectivement, il y a des opportunités et il va falloir qu'on arrive à les saisir. Et bon, vous les avez bien décrites d'ailleurs, et il y a un enjeu fort qui est d'arriver, puisqu'on a le chef de fila sur la transition énergétique et la biodiversité, l'enjeu fort est d'arriver à embarquer l'ensemble des acteurs du territoire dans cette vision-là. Et donc on a le côté prescriptif et puis le côté animateur, un peu l'intelligence territoriale qu'on peut arriver à développer sur notre région. Sur la question... il y a évidemment l'implication des conseils départementaux. Si on pense biodiversité, ils ont la taxe d'aménagement, la politique espace naturel sensible, c'est des acteurs importants. Et on fait le constat aujourd'hui, dans ma région, tous les conseils départementaux sont à droite et ma région est à gauche, donc il n'y a pas forcément d'affinité politique au départ, mais on fait le constat qu'aujourd'hui il y a un manque de travail en commun si on veut se situer dans une perspective de continuité et de cohérence écologique. Donc ça c'est partagé. Je pense d'ailleurs, pour faire le lien avec la deuxième question, que nous avons commencé à l'ARF à réfléchir à la possibilité de créer des agences régionales de biodiversité, puisque c'est dans le projet de loi dans sa version actuelle, avec une réflexion avec le ministère de l'Environnement et quelques séminaires qui sont programmés. C'est une façon d'essayer de répondre en essayant de mobiliser intelligemment l'expertise de l'État, peut-être au sein d'une agence régionale de la biodiversité, peut-être pas, mais ça peut être la façon de le faire. Moi, je crois que l'expertise de l'État, elle est assez fondamentale et elle est dans les DREAL, enfin au ministère de l'Environnement, mais elle est aussi dans les agences de l'eau, où il y a une expertise forte et il est assez fondamental qu'on arrive à la mobiliser pour les schémas régionaux de cohérence écologique qui dépassent les frontières régionales. Et bon, il s'agit aussi de ne pas perdre l'expertise de l'État, mais il faut arriver à la recombiner de façon dynamique avec un chef de fila régional. Donc on y travaille, ça fait partie des questions. On a un petit groupe de régions un peu pilote, un peu en avance, qui vont se réunir avec le ministère de l'écologie. L'enjeu étant aussi qu'on arrive à ce que les régions moins en pointe soient bien dans ce processus-là. Et puis après, il y y avait une dernière question que je n'ai pas notée. Ah, sur le SRADET et la concertation. Oui, alors idéalement, effectivement, on essaie d'articuler Agenda 21, SRADET, et moi je ne tire pas un bilan extrêmement positif de la concertation sur le SRCAE et le SRCE. Je trouve que ça a été, surtout sur la partie continuité écologique dans ma région, ça a été des exercices un peu imposés, où on avait des acteurs qui venaient défendre des points de vue sectoriels assez importants. Bon, on a eu du mal à aller un peu plus près des territoires et à impliquer. Ça n'est pas facile. Alors le fait qu'il n'y ait qu'un schéma peut-être nous permettra nous rendra la tâche un peu plus facile, mais en même temps c'est plus difficile de concerter sur tout. Donc franchement là je n'ai pas encore de réponse technique. On va à la rentrée faire un premier groupe de travail commun à la commission aménagement du territoire et développement durable à l'ARF pour commencer à réfléchir sur les méthodologies. Les suggestions, les propositions de méthodos seront les bienvenues. Si vous en avez, faut pas hésiter à nous les faire remonter, parce que là on sent bien qu'il faut qu'on arrive à inventer quelque chose qui doit être dynamique. Il y a des gros enjeux, mais on n'a pas encore vraiment les outils, donc le chantier est ouvert. Merci beaucoup, merci, c'était
tout à fait passionnant. Madame la ministre, bonjour. Et merci d'être, malgré un emploi du temps compliqué, d'après ce que j'ai compris, être parmi nous. Nous, au Comité 21, depuis 21 ans maintenant, puisqu'on a fêté notre anniversaire le 30 juin, nous avons évidemment, comme adhérents avec les entreprises, les ONG, les organismes scientifiques, etc., les collectivités locales, qui sont des acteurs très importants dans notre association, qui sont d'ailleurs des acteurs que nous avons, j'espère, aidés tout au début à accéder à l'idée de développement durable et aussi à l'action dans le développement durable avec un certain nombre de concours, de collectivités, etc. Nous vous avons invité évidemment à l'issue de toutes ces épisodes législatifs très importants de restructuration régionale. Et je remercie vraiment M. Fauché d'avoir donné un éclairage vivant sur le développement durable et la réforme régionale pour de finalement synthétiser un peu l'intervention. Nous avons, à l'initiative de toute l'équipe du Comité 21, qui est dirigé par Catherine Decaux et en l'occurrence l'animateur, si j'ose dire, et l'auteur de la note était Georges Ribière, proposer 3 voies pour co-construire la cohésion, parce qu'on a quand même l'impression, en vous écoutant, qu'il faut mettre un peu de cohésion dans l'ensemble d'une part de ces schémas, d'autre part de ces nouveaux échelons et troisièmement de ces nouveaux défis, aussi bien nationaux que régionaux, et répartir du territoire et cultiver les communs, fédérer les écosystèmes d'acteurs, de projets et de politiques dont le développement durable est porteur, créer des plateformes territoriales de développement durable. Parce qu'en fait, ce qu'on a dit au début, c'est que le développement durable était partout, en l'occurrence dans les nouvelles compétences des régions, et entre guillemets nulle part, parce qu'il n'est pas dit, il n'est pas nommé, puisque en fait dans la première compétence qui est le développement culturel, économique, scientifique, etc., il n'y a pas l'environnement, alors que c'est un des piliers du développement durable. Donc on a compris qu'il n'y avait pas une contradiction, parce qu'il y a d'autres en fait compétences des régions, en particulier évidemment la compétence aménagement du territoire, la compétence transport, etc., qui font qu'on porte le développement durable, mais tout ça demande à être effectivement clarifié. On a parlé par exemple des compétences eau, etc. Voilà. Donc on voudrait avoir votre sentiment là-dessus, en vous remerciant encore d'être parmi nous. Oui, merci beaucoup, Madame la représentante du président du Comité 21, qui, je crois, a subi quelques difficultés voilà, pour... je ne l'ai pas excusé, il s'excuse, je l'ai excusé, mais... Oui, transmettrai mes amitiés, Monsieur le vice-président de la région Centre-Val de Loire et président de la Commission développement durable et transition énergétique de l'ARF. J'avais prévu vous faire un discours argumenté, mais quand je vous ai entendu vous-même, Madame, et Monsieur le Vice-président, je vais plutôt vous dire quel est mon sentiment. Et si j'ai accepté volontiers votre invitation, c'est que nous sommes en effet dans un moment de mise en œuvre de la réforme territoriale, et qu'il faut imaginer, et désolé d'être arrivé à la fin, mais les nouvelles conditions dans lesquelles se déploie l'action publique, et qu'il faut réinterroger certainement la mise en œuvre de la réforme territoriale et la manière dont on pense l'action publique. Il se trouve qu'avant d'être secrétaire d'État aux collectivités territoriales, j'étais parlementaire, et que j'ai un souvenir extrêmement ému des 3 textes qui ont fondé la réforme territoriale. Vous le savez, la loi MAPTAM, qui a affirmé le fait métropolitain, qui en France était une vraie innovation, la loi sur la délimitation des régions, j'en dirai quelques mots, et la loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a vocation à clarifier les compétences des différents échelons. Et je veux dire 2-3 mots en finissant mon introduction, en vous disant que je vous connais de mes fonctions, le Comité 21, de mes fonctions d'élu local, puisque je suis élu municipal et communautaire à Fécamp, en Normandie, et que nous avions à l'époque, mais je crois il y a déjà plus de 10 ans, envisagé la réalisation d'un agenda 21 à destination des établissements scolaires de la commune, et que si l'idée nous avait complètement enthousiasmés, nous avions achoppé sur des points de méthode, et je me souviens de l'aide que vous nous aviez apportée. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, votre directrice me l'a rappelé quand nous nous sommes rencontrés tout à l'heure, et je veux vous dire combien c'est important pour les collectivités d'être aidées dans ce type de démarches qui ne répondent pas spontanément à la manière dont elles travaillent habituellement. Et donc, ce point d'introduction. Sur
sur finalement les questions de développement durable et d'organisation territoriale. Le cadre régional a été renforcé dans ses compétences et dans son rôle d'aménagement du territoire, et souvent en taille. Vous venez, monsieur le vice-président, d'une région qui a été remodelée dans ses... C'est la région centre. Ah, vous, c'est la région centre. Ah oui, bah non, vous n'avez pas trop bougé. Vous. Le Val-de-Loire. Alors, du coup, moi, je suis élu régional dans une région qui a bougé, qui était la Normandie. Et je veux dire ici que s'il y a un sujet qui n'a pas fait débat lors des débats parlementaires, c'était la Normandie. Et que pour le coup... Même si, objectivement, le sujet n'était pas aussi simple. Mais enfin, en tout cas, c'était difficile de proposer une nouvelle carte régionale sans réunifier, en fonction des interprétations historiques, ce que fut la Normandie. Mais on mesure bien, moi je le mesure dans mes fonctions d'élu régional, la difficulté, y compris sur des régions qui ont une identité assez spontanée, la difficulté d'organiser le territoire, parce que les compétences ont été renforcées, donc les nouveaux exécutifs régionaux ont à prendre ces nouvelles compétences d'une part, et d'autre part sur des territoires élargis qui n'avaient parfois pas l'habitude de travailler ensemble, même quand il s'agissait par exemple de la haute et de la basse Normandie. Donc je mesure sur un certain nombre d'autres régions, sur des périmètres encore plus importants, les difficultés pour les exécutifs régionaux et les collaborateurs qui les entourent dans cet objectif. Le vrai débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, notamment sur la question des schémas, c'est leur caractère prescriptif. Nous étions un certain nombre, d'ailleurs, à avoir plaidé en faveur d'un pouvoir quasi réglementaire pour les régions. Je le dis, à titre personnel, j'y suis, moi, particulièrement attaché. Je suis, depuis que je fais de la politique, je suis engagé dans la vie publique, c'est-à-dire depuis 15 ans, favorable à un tandem extrêmement fort entre les régions et les intercommunalités, ce qu'a tenté de traduire la réforme territoriale. Et le côté prescriptif, parce que c'est vrai qu'ici vous êtes des promoteurs de ce fait régional, mais le côté prescriptif des schémas a été un vrai sujet de débat chez les parlementaires, débat qui s'est appuyé sur mais la libre administration des collectivités territoriales, l'article 72, qu'est-ce qu'on en fait ? Finalement, il y a un ascendant d'une collectivité sur les autres, et ça c'est extrêmement problématique, et ça a été une vraie lutte que d'obtenir que les schémas soient des schémas prescriptifs. Et pour le coup, moi je trouve que c'est une véritable avancée, une forme d'aboutissement du mouvement de décentralisation qui, de mon point de vue, encore une fois, sera total quand il y aura une réalité du pouvoir réglementaire pour les régions. Et le sujet, c'était aussi de dire, tant avec le SRADET que le SRD2I, il faut que les questions de développement durable soient approchées de manière transversale et à l'échelle de tous les territoires. Et ça, c'est un vrai enjeu. Moi, j'entends la difficulté que vous évoquez, monsieur le vice-président, d'une co-construction avec tous, établie de manière profonde, j'allais dire, et dans des délais dont on nous fait remonter, y compris via l'ARF, que ce sont des délais extrêmement contraints pour réaliser une concertation dans de bonnes considérations. Et ce rôle d'assemblier, finalement, d'ensemblier des régions, c'est de dire la région, elle est au faisceau, c'est un faisceau vers lequel doivent converger l'Union européenne, parce que le transfert de la gestion des fonds structurels aux régions par la loi MAPTAM, que les régions demandaient d'ailleurs à juste titre, mérite d'être activé comme un véritable levier de développement, et notamment sur ces questions dont vous savez l'hypersensibilité de l'Union européenne, dont on dit pique-pendre en ce moment, mais qui quand même a fait, je crois, progresser collectivement tous les États dans le sens du développement durable. Donc il y a l'Union européenne, l'État, les départements, vous l'avez cité, et les structures intercommunales. Et en fait, toute la confiance, tout l'espoir que nous portons dans cet échelon régional sur les questions de développement durable, mais je crois que vous l'avez largement évoqué comme sur les autres sujets, c'est vraiment d'être un aménageur de territoire au carrefour finalement de toutes les politiques, et de rendre toute cette politique cohérente au niveau des territoires. Et je finirai, parce que je veux bien me prêter au jeu que j'aime bien, ou en tout cas à l'interaction entre nous, donc je pourrais répondre à quelques questions. Il y a aussi le sujet de la voie ascendante de la co-construction. C'est-à-dire que, pour avoir été élu régional il y a déjà longtemps,
je me souviens que les schémas régionaux n'étaient pas particulièrement concertés. Du coup, les élus ne se les appropriaient pas vraiment. Et du coup, c'était des documents de 200-300 pages qui étaient particulièrement intéressants, mais dont l'efficacité et l'opérationnalité sur le terrain étaient tout à fait discutables. Donc c'est la co-construction, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que l'ARF, moi j'entends la demande de celles et ceux qui disent que sur ce plan-là, un peu de méthode et notamment de bonnes pratiques qui se font dans les territoires serait nécessaire, parce que je mesure combien c'est un enjeu important et un défi absolument formidable en même temps pour les équipes régionales. Je finirai en disant que les régions, oui, les intercommunalités, bien sûr. Nous avons là aussi à la faveur pour rester politiquement correct, à la faveur d'un large débat parlementaire, obtenu de haute lutte en commission mixte paritaire avec les sénateurs, que le seuil minimal des intercommunalités soit relevé de 5 000 à 15 000 habitants. Je rappelle que le Sénat souhaitait que le seuil minimal à 5 000 habitants soit maintenu. Je plaidais pour ma part, et aux côtés de l'Assemblée nationale, pour un seuil à 20 000 habitants. Quel était l'objectif de ce texte ? C'est pas de dire c'est 15 000 pile poil et on regarde pas les choses. C'était de susciter sur les territoires, dans les conseils municipaux, dans les conseils communautaires, au sein des commissions départementales de coopération intercommunale, des vrais débats pour dire il faut que l'infrarégional finalement se structure autour des territoires, du vécu, des habitants. C'en est fini le temps où, parce que votre commune n'est pas dans une intercommunalité qui a la compétence transport, mais jouxte une commune qui, elle, est dans une intercommunalité qui a la compétence transport, vous voyez le bus passer devant chez vous, il ne s'arrête pas, ce qui n'est pas le meilleur moyen de convaincre les habitants de l'intérêt du fait intercommunal et de la qualité, voire même de la pertinence des services publics qui leur sont rendus. Donc cette intercommunalité, elle est aussi, comme les régions d'ailleurs, renforcée dans ses compétences et dans sa taille, ce qui fait un enjeu supplémentaire. Il y a le mouvement des régions qui augmente en taille, en compétences, qui doivent structurer le territoire, et je veux dire tout l'importance que le gouvernement porte à cette structuration par les régions, mais dans le même temps, sur ces territoires, alors même que les schémas s'organisent, il y a des mouvements de modification substantielle de périmètre, puisque aujourd'hui, si on s'en tient à ce que disent les préfets, nous avons 2062 intercommunalités en France. Si tous les arrêtés de fusion sont confirmés, on sait que sur un certain nombre de territoires, ce ne sera pas le cas, on descend à 1245 intercommunalités, c'est-à-dire une réduction substantielle de ces périmètres intercommunaux. Donc il y a ces mouvements qui, au final, seront de grande cohérence, mais qui, peut-être pour l'instant, peuvent donner le sentiment d'un vaste remous et d'une structuration à trouver et d'un chemin qui peut paraître étroit à trouver. Mais l'idée, c'est bien autour de cela. Et je rappelle que la loi sur la croissance verte a confié aux intercommunalités la réalisation des plans climat, énergie, air et énergie territoriaux. Je peux vous dire que dans un certain nombre d'intercommunalités, là aussi, il y a besoin d'un accompagnement fort, parce que ça n'est pas forcément la compétence spontanée qu'entendaient exercer les intercommunalités. Je finirai sur 2 mots. Sur la perte d'expertise des services de l'État. Je suis extrêmement sensible à cette question, qui est une question pertinente et qui doit nous interroger. De RGPP en RGPP, c'est vrai que les services de l'État ont vu leurs effectifs et par définition leurs compétences profondément altérées. Je rappelle que dans un certain nombre de préfectures, et ça, aucune administration, aucune collectivité n'a connu ce sujet, des préfectures ont pu voir leurs effectifs baisser de 25%, ce qui est énorme quand on sait le travail qu'elles font. Et je mesure cette perte d'expertise, même si l'expertise est grande, notamment sur les sujets de fusion d'intercommunalités, qui sont des sujets éminemment techniques et pour lesquels nous sommes, nous, directement sollicités via la DGCL, parce que le sujet étant d'une complexité absolument importante, il n'y a plus d'appui et d'accompagnement de l'État. Donc je veux dire que nous en avons une grande conscience et que c'est un sujet, moi, qui à titre personnel, m'alerte un peu. Et puis vous avez fini, et je finirai là-dessus, sur la compétence eau et assainissement. Je le dis parce que j'espère trouver avec vous un peu de soutien. Il se trouve que je suis à l'origine, en tant que parlementaire, des amendements de transfert à l'intercommunalité
des compétences eau et assainissement en compétences optionnelles en 2018 et en compétences obligatoires en 2020. Ce qui m'a valu, je crois, beaucoup d'ennemis, notamment chez les gros opérateurs de ces secteurs qui sont plutôt attachés à avoir une multiplicité de contrats plutôt que de devoir renégocier des contrats à la grande échelle, et puis d'un certain nombre d'élus, puisque vous savez que généralement la compétence eau et assainissement est gérée par des syndicats mixtes, dont nous considérons que la visibilité, notamment pour le citoyen qui au final paye son mètre cube d'eau, n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux qui sont derrière cette compétence eau et assainissement. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire il faut à minima que cette compétence intègre les intercommunalités. On sait très bien que le petit cycle, le grand cycle de l'eau ne se cantonne pas au contour d'une intercommunalité, donc rien n'empêche de faire des syndicats mixtes supracommunautaires à l'échelle des bassins versants, par exemple. Enfin, moi, je suis sur un territoire qui connaît beaucoup de bassins versants, qui a subi des épisodes d'inondation extrêmement forts dans le début des années 2000. Donc on voit bien l'intérêt d'un aménagement du territoire à l'échelle supracommunautaire. Mais je veux dire l'importance de soutenir ce point parce qu'il ne se passe pas un texte à l'Assemblée nationale aujourd'hui sans que des cavaliers visent à remettre en cause ce transfert de compétences qui, je crois, a beaucoup heurté dans le cadre des débats sur la loi NOTRe. Voilà ce que je voulais vous dire de manière synthétique. Je suis désolée, j'ai bafouillé un peu, mais les matinales le matin, avec une agression un peu marquée, m'ont peut-être amené à bredouiller sur 2-3 mots, et je m'en excuse, mais je me tiens à votre disposition si vous voulez me poser 2-3 questions avant que je n'aille discuter avec la DGCL de quelques éléments de souplesse pour favoriser les fusions d'intercommunalités. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon, je dois dire que, si vous me permettez une remarque à titre personnel, je m'étonne beaucoup que le niveau d'intercommunalité pour l'eau soit si discuté. Ça me paraît une logique, même d'ailleurs pour les grands opérateurs, parce que les grands opérateurs parfois réclament justement qu'il y ait des niveaux. Donc c'est un vaste sujet. Alors, merci, parce que je connais vos rendez-vous, d'avoir accepté quelques questions. Monsieur, vous vous nommez d'abord, s'il vous plaît. Oui, merci. Claude Holiste, je suis le directeur de l'Agence régionale pour l'environnement et l'éco-développement de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci de prendre ma question. Effectivement, on a été assez heurté sur le territoire par le transfert de la GEMAPI du bloc communal au bloc EPCI à fiscalité propre, même si c'est toujours le bloc communal. Et également, notre région, alors toutes les régions sont nouvelles, même si la nôtre territorialement n'a pas changé, mais bon, nouvelle gouvernance, puis aussi nouvelles compétences, donc on s'interroge énormément. Et là, on s'interroge beaucoup au niveau régional, effectivement. C'est un peu à l'instar de ce que disait le comité 21 sur les plateformes, c'est que les agences régionales qui existent, il y en a une dizaine en France, qui sont fédérées dans le cadre du RAR, du réseau régional des agences de l'environnement et de l'énergie. On s'interroge effectivement beaucoup sur le lien entre des régions qui sont de plus en plus, qui se voient de plus en plus comme planificatrices, et le niveau de mise en œuvre qui est celui des collectivités, des départements, des intercommunalités de plus en plus, et des communes. Et en fait, est-ce qu'il y aura des... C'est vrai que la question du syndicat mixte, ou des fois de GIP ou de PCE, est-ce que ce niveau d'intercommunalité, enfin de coopération en tout cas entre collectivités, sera favorisé? Est-ce que les préfets auront des instructions dans ce domaine-là? Sur la question GEMAPI, si vous m'autorisez un petit off, j'ai fait partie des députés qui avaient demandé un report de la date de transfert de GEMAPI, voire même une annulation du transfert sur des raisons, pour le coup, d'aménagement territorial sur ces questions qui devaient être maîtrisées pour nous à une autre échelle. Mais alors là, il y a eu les techniques de travail parlementaire sont absolument réjouissantes, puisque quand l'État a transféré GEMAPI donc, aux intercommunalités,
Il n'y a pas eu de sujet, il y a eu assez peu de discussions d'ailleurs sur l'évaluation du transfert. En revanche, quand sur la loi NOTRe, nous avons voulu revenir sur ce transfert qui, comme vous le savez, n'est pas encore actif, les amendements n'ont pas été reçus au titre de l'article 40, vous savez, qui vise à dire qu'un parlementaire ne peut pas, par son amendement, alourdir la charge de l'État. C'est-à-dire que sur une compétence qui n'était pas transférée, donc qui par la même... n'était pas financé par les collectivités. Le fait même, sur le principe d'annuler éventuellement ce transfert, était finalement sanctionné par l'article 40, donc ce qui interdit à un député de déposer son amendement, ce qui du coup a un peu clôturé très vite le débat sur le transfert de la compétence GEMAPI. Sur la question de la planification, en fait, les régions ont un rôle évident, appuyé, renforcé de planification de leur territoire. Après, à elles de s'appuyer, on le voit dans les textes, et maintenant depuis plusieurs décennies, de renforcement de ce fait intercommunal. Rien ne les empêche, et c'est d'ailleurs même tout l'enjeu qui s'attache à l'efficacité de leur politique, d'associer autour d'elles, dans ce cadre de mission de planification, l'intégralité de ceux qui y participent. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est à ça qu'elles seront reconnues d'ailleurs, et que leurs politiques seront plébiscitées. Parce que si vous faites une politique, y compris sur des questions de développement durable, qui sont précisément des questions qui associent tous et chacun, si vous le faites juste entre des intercos et la région dans ce cadre institutionnel, il y a fort à parier que votre schéma passera à côté de son objectif de finalement réunir des objectifs communs, des énergies communes autour d'un projet qui soit discuté ensemble. Ça, c'est le point sur lequel je voulais insister. Sur les syndicats mixtes. Je n'en fais pas une bataille personnelle, encore que les syndicats mixtes, ils pèsent 17 milliards d'euros dans la dépense publique. C'est important. Je dis aussi au passage, au petit point de financier, ils ne sont pas appelés à la CRFP, à la contribution de redressement des finances publiques. Pour une simple et bonne raison, c'est que souvent, c'est un financement qui est un financement de l'usager, par exemple. Donc on ne va pas chercher la contribution au redressement des comptes de la nation sur la tarification à l'usager. Mais néanmoins, c'est un point important. Les syndicats mixtes, ils posent un sujet quand ils sont, par exemple, infracommunautaires. Moi, je considère que gérer une compétence à l'échelle infracommunautaire par un syndicat mixte, alors qu'on a renforcé d'une part les compétences des intercos, mais aussi toutes les questions de mutualisation, de possibilité de services communs entre des communes à l'intérieur d'intercommunalités, ça n'est plus le bon mode, le syndicat mixte, pour ce faire. En revanche, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sur des questions qui sont à l'échelle supérieure aux intercommunalités, inférieure aux départements, et par définition à la région, l'intérêt du syndicat mixte, il existe pour piloter plusieurs des politiques à l'échelle de plusieurs intercommunalités. Donc, il n'y a pas une grande frénésie de création de syndicats mixtes aujourd'hui, puisqu'on a bien compris qu'il fallait quand même les rationaliser. D'ailleurs, les schémas de rationalisation des syndicats mixtes sont parfois plus douloureux à conduire que les schémas de refonte des cartes intercommunales, ce qui n'est pas sans poser quelques sujets un peu philosophiques, y compris sur l'action publique. Moi, ce que je dis, c'est quand c'est infracommunautaire, à partir du moment où on a déverrouillé la question des mutualisations, des services communs entre communes, ça n'est pas utile et il faut qu'à terme, il soit supprimé. Sur le supra-communautaire et l'infradépartemental, ça a son intérêt, notamment sur les questions d'eau et d'assainissement ou de structuration de territoires à d'autres échelles ou de renforcement de coopération entre les territoires. Donc là, les préfets sont rendus vigilants sur ce type de syndicat mixte. Et parfois, on n'a pas d'autre solution pour organiser une compétence. Il faut aussi, c'est un outil facile d'utilisation et il pourra être activé. On ne va pas interdire la création de syndicats mixtes. Mais vraiment, sur l'échelle infracommunautaire, à terme, je pense qu'ils ont vocation à disparaître. En tout cas, c'était l'intention du législateur. Dernière question. Merci. Alain Constantinidis, Alterconso du Val-de-Bière. Excusez-moi. Voilà, j'ai mis 3 heures pour arriver ici, depuis la Île-et-Rose. Bon. Dans la région qui m'intéresse, le titre de la rencontre d'aujourd'hui apparaît comme une provocation. J'ai une maison où je passe le plus longtemps possible dans
dans les gorges du Haut-Allier. Et le président de région Auvergne-Rhône-Alpes a eu comme première préoccupation de flinguer 2 parcs naturels régionaux, celui des gorges, source de l'Allier, du Haut-Allier, pardon, et celui de la Dombe. Donc, voilà, pour moi, ce titre, je suis désolé, c'est une provocation. Alors, la réunion... Vous avez remarqué qu'il y avait un point d'interrogation. D'accord, oui. Bon. Très bien. La réunion pour le parc du Haut-Allier aura quand même lieu demain avec Ségolène Royal pour la signature. Je ne sais pas ce qu'il en sera si il est signé, comme il devrait l'être. Mais je trouve que c'est un signal terrible qui est donné. En dernier lieu, je tire votre attention sur l'article de Foucard dans Le Monde daté d'hier sur la ségrégation rose-verte entre droite et gauche sur la défense de l'environnement. Je vous remercie. Article subtil, monsieur. Subtil. L'article... Enfin, je ne vais pas commenter l'article, monsieur Foucard, devant un ministre en plus, mais l'article est très subtil. Il parle de ségrégation. Je ne parle pas de ségrégation exactement. Pardon. Non, sur le sujet que vous évoquez, je n'ai pas à commenter la décision d'un président de conseil régional. Je peux juste rappeler l'intérêt qui s'attache aux parcs naturels régionaux, parce que c'est une gestion particulière avec des acteurs et des opérateurs également singuliers. Donc je ne peux que dire l'importance de leur travail. Quant au fait de trouver cela incongru, en tout cas à l'échelle de ce que vous vivez dans votre région, je peux juste rappeler que l'actualité, que ce soit celle de la réforme territoriale avec le renforcement des régions et l'affirmation aussi de l'importance de leur rôle de planification sur les sujets de développement durable, mais aussi de la signature de l'accord de Paris, puisque indépendamment du fait que 195 délégations se sont mises d'accord pour contenir le réchauffement climatique, il y a aussi eu un point important qui est pour la première fois la reconnaissance du rôle des autorités infranationales dans la lutte contre le réchauffement climatique et le pilotage des opérations de développement durable. Donc je peux juste dire que la position régionale que vous évoquez est assez à contre-courant de ces 2 actualités au moins. Pour conclure, si vous m'accordez encore une petite... Je crois qu'il y avait une question... Ah pardon, je ne l'ai pas vue, je suis désolée. Moi, je me suis plié à madame qui disait... Oui, bonjour, Jacques Roger Machard. Je suis consultant en aménagement des territoires depuis une quinzaine d'années. Et dans une vie antérieure, j'ai été député de la Haute-Garonne. Et j'anime aujourd'hui un groupe de travail sur l'énergie et le développement durable pour la Fondation Jean Jaurès. Je voudrais vous poser une question sur la transition énergétique. La loi a maintenant institué les régions comme chefs de file de la transition énergétique, mais nous sommes dans un contexte où les opérateurs historiques font la politique énergétique. Pratiquement, comment voyez-vous les régions et les intercommunalités mettre en œuvre leur politique énergétique alors qu'elles n'en ont pas véritablement les compétences exécutives? Est-ce que vous seriez favorable au thème de mise en place de services régionaux, de services publics régionaux de l'énergie qui puissent aider un mouvement bottom-up des consommateurs devenant plus acteurs de la transition énergétique? Sur ce point, oui. Non, mais vous me posez une question, moi j'y suis extrêmement sensible. C'est vrai que les compétences que nous confions, eu égard à la prédominance d'un certain nombre d'opérateurs historiques, comme vous les citez dans le secteur énergétique, rendent le poids des collectivités et de la puissance publique sur ces sujets assez trop faible de mon point de vue. Donc moi, la question des services régionaux de l'énergie, oui, et je dirais quasiment sans réserve, à titre personnel. Après ça,
ce que je peux vous dire de mon expérience d'élu local, moi, quand je présidais l'intercommunalité de Fécamp, nous avons validé le fait que notre territoire accueillerait un parc d'éoliennes offshore, par exemple. Et on s'aperçoit, et pour le coup, là, on est rentré dans la mécanique des grands opérateurs énergétiques sur leur partie supplément d'âme, notamment développement durable. J'avoue que je n'avais pas mesuré à quel point c'était un peu ça. Et je vois les grandes difficultés des collectivités. Par exemple, moi, je vis dans un territoire qui est entouré par 2 centrales nucléaires. Les gens sont extrêmement attentifs aux risques nucléaires. C'est un sujet dont nous parlons souvent. Un certain nombre de communes sont dans les plans de prévention de ce risque-là. Et l'idée, notamment par la maire, d'avoir un parc d'éoliennes, on est sur 83 machines, c'est quelque chose qui est assez important. Ce sera vraisemblablement, je l'espère, le premier parc d'éoliennes en mer, y compris sur ces projets qui peuvent être liés aussi à l'aménagement du territoire, qui est la compétence primaire finalement de la commune et de son intercommunalité. Y compris là-dessus, on voit les énormes difficultés qui sont les nôtres. Alors ça va sur la question de qui gère, sur les 12 premiers milles, qui gère la côte, comment les choses s'organisent après. Du coup, c'est le préfet maritime. Et c'est vraiment un nœud quasiment inextricable pour organiser cela. Une fois que nous nous sommes calés à l'intégralité des procédures, que nous y avons mis un poids politique énorme dans la concertation, donc sur un projet qui touche à l'énergie, y compris les discussions qu'il y avait avec les habitants, moi j'avais été frappée de ça, étaient vraiment sur le fait de dire, nous, on veut savoir comment est produite l'énergie, on veut savoir comment les choses fonctionnent au fond, qui paye quoi, comment ça s'organise, etc. Donc il y a un intérêt particulier de la population. Une fois que le projet bénéficie d'une enquête publique favorable, je crois que c'est le premier projet en France qui bénéficie d'une enquête publique favorable, on nous explique maintenant qu'une écrivain, je vous confie ça parce que vous êtes ancien député, vous savez ce que ça peut amener comme agacement, qu'une écrivain connue parisienne qui a une maison secondaire sur la côte a décidé avec ses amis, et ils sont nombreux avocats de la place parisienne, de porter recours contre ce sujet-là. Donc j'allais vous dire que les services régionaux de l'énergie, oui, dans le débat avec les habitants, pour maîtriser ce sujet, mais que quand on essaie de le prendre en main, y compris sur un certain nombre de compétences qui relèvent des compétences initiales des communes, des intercommunalités, on voit contre quoi on doit lutter. Donc j'allais dire oui, mais c'est un vaste chantier. Et je veux bien discuter avec la Fondation Jaurès pour évoquer ce point, monsieur l'ancien député. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste, alors pas une question, mais c'est presque une information. Madame Royal a lancé hier et avant-hier un autre chantier, c'est celui des ODD, donc Objectifs de développement durable. Je voudrais savoir si vous avez dans votre ministère des connexions avec les ODD entre leur déclinaison régionale, ou si c'est 2 chantiers parallèles. Je crains de devoir vous répondre qu'à ce stade, ce sont plutôt 2 chantiers parallèles, mais qui ont vocation à se croiser. Donc voilà. Le jour du croisement, je vous tiendrai informé. Très bien. Merci de la, comment dirais-je, la franchise. De la subtilité. Non, je dirais pas ça. De la subtilité franche de votre réponse. Voilà, c'est ça. Merci à tous deux. On voudrait vous dire que nous, au Comité 21, évidemment, on est à votre disposition comme dans notre vocation de facilitateur, et en particulier avec l'ARF. On a déjà travaillé avec vous et on souhaite beaucoup le continuer. Merci Madame le Ministre, merci Monsieur le Vice-président et Président, et à bientôt. Merci.